see my patience, I just came here to defend. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Barraud, je m'occupe du business development et des ventes de Google Cloud Platform sur l'Europe du Sud. Je voulais remercier les organisateurs, Patrick et Adrien, de nous avoir donné l'opportunité de sponsoriser le Meetup. Voilà, qu'on avait hébergé chez Google il y a quelques temps. Ouais, je dirais juste un chiffre comme ça. Chez Google, on lance 3 milliards de containers chaque semaine, donc c'est assez conséquent. Et juste pour partager quelque chose, moi j'ai constaté lors du dernier trimestre une accélération sur toutes les discussions avec nos partenaires, nos clients sur tout ce qui est Docker et containers. Je dirais presque à la fin de l'été, on n'en parlait pas, et maintenant, on en parle quasiment à chaque meeting. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous rencontrez autour de vous, mais il y a une accélération qui est assez incroyable. Voilà. Que dire de plus? Patrick vous enverra certainement un formulaire. Il y a 2 questions, vous verrez, justement, pour vous demander où vous en êtes sur votre connaissance de Docker. Si vous prévoyez l'utiliser en production prochainement, on vous partagera le résultat la prochaine fois. Ça permettra de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà. Et puis, comme le disait également Patrick dans l'invite, si vous allez sur Google Cloud Platform, vous pouvez bénéficier de $300 ou l'équivalent de $300 en euros pour tester. Donc, soit Compute Engine, c'est notre offre de IaaS pour déployer Docker, ou Container Engine. Voilà. J'arrête là le sales pitch. Je vous souhaite à faire un bon meet-up, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, merci. Eh bien, bonsoir. Qui était là la dernière fois? Ah, pas tant que ça, ok. Bon, donc je vais être obligé de me représenter très vite. Donc, je suis Julien Simon, je suis évangéliste technique chez Amazon Web Services. Et j'ai le plaisir d'être là ce soir, comme le mois dernier, parce que nous sommes sponsors officiels du Meetup. Donc voilà, on a un petit créneau tous les mois pour vous tenir un petit peu au courant. Bon, j'ai remis, désolé pour ceux qui étaient là la dernière fois, c'est les mêmes liens, ça n'a pas changé. Donc si vous voulez savoir ce qu'est ECS, notre service managé de gestion de containers Docker, comment s'en servir, voilà les bons liens pour démarrer. Okay. Qui fait du Docker en prod ici? D'accord, 2 sur 100, ouais, c'est comme d'habitude, quoi. Ok. Mais vraiment en prod, hein, vraiment? Ouais. Vrai prod, ok. Bon, très bien. Qui n'a jamais utilisé Docker? Ah, il y en a encore, c'est bien, ok. Donc on continue à avoir, super, bienvenue à bord. Alors, le premier truc que je voulais vous dire ce soir, c'est on a un webinar qui a lieu le 27, la semaine prochaine, qui est justement pour les débutants, et qui va être une présentation de Docker et de Docker sur AWS. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, c'est un horaire tardif pour nous, puisque c'est à midi Pacific Time, donc ça doit faire, si je sais compter, ça doit faire 8 ou 9 heures du soir pour nous. Mais voilà, ça peut être une bonne façon de suivre un cours en ligne et de voir comment ça marche. Okay. Pour vous inscrire, vous allez sur cette URL-là. Vous verrez d'ailleurs, il y a d'autres webinars AWS. Il y en a peut-être d'autres qui vous plairont au moins autant. Okay. Oui, je n'ai pas précisé, je posterai les slides dans le meet-up comme d'habitude, donc pas de panique, ne vous embêtez pas à tout noter. Le mois dernier, je vous avais présenté 3 cas clients, donc 3 cas de clients AWS qui utilisaient ECS en production. Alors, on en a publié 2 nouveaux ce mois-ci. Alors Segment, qui est une boîte qui fait de l'analytics, et Linden Lab, qui est une boîte qui fait de la 3D, que vous connaissez peut-être, c'est eux qui font Second World et d'autres mondes en 3D. Et donc l'histoire de ces 2 sociétés en ce qui concerne Docker est assez similaire. Ils ont dockerisé tous leurs environnements, prod, intégration, pré-prod, prod. Et ils font du déploiement continu en utilisant Docker sur ECS. Voilà. Et bon, je vous laisserai lire tout ça en détail, hein, je ne vais pas
Je vais pas faire le perroquet. Mais en gros, bon, ce qu'ils disent, et c'est à peu près ce que ceux qui étaient là le mois dernier ont pu voir pour nos autres clients, c'est une réduction forte du temps nécessaire pour amener du code de l'environnement de développement à l'environnement de prod. Et puis avec un niveau de qualité, un niveau de scalabilité assez satisfaisant. Voilà, donc je vous laisserai lire ces témoignages. On a beaucoup d'intérêt sur ECS de la part de nos clients, mais plus important, on a beaucoup de clients en production sur ECS. Voilà, il faut le souligner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous sur Docker depuis un mois? Il s'est passé beaucoup de choses, ça a été un mois assez riche. Le premier point, c'est qu'on supporte Docker 1.9. Alors, je crois que c'est même 1.9.1. Bon, j'ai pas vérifié il y a 10 minutes, mais je pense qu'on est toujours sur 1.9.1. Voilà, donc vous pouvez bénéficier des dernières versions. On a mis à jour nos images, nos AMI, c'est-à-dire les images Amazon que vous démarrez quand vous bootez une VM, avec la nouvelle version de Docker, etc. Donc, a priori, pas grand-chose à faire de votre côté pour en profiter. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le service maintenant est disponible à Francfort, donc dans la zone Europe centrale, et à Singapour en Asie. Il était déjà disponible en Europe, en Irlande. Voilà, donc si vous avez de l'infrastructure ou des besoins d'infrastructure dans ces zones-là, vous pouvez vous en servir. Le troisième point qui est intéressant, qui connaît CloudWatch? 1, 2, ouais, non, tout ça compte pas. Ok, 1. CloudWatch, c'est la technologie de monitoring d'AWS qui permet d'envoyer des alarmes, etc. Et donc, on a intégré ECS avec CloudWatch qui nous permet de scaler maintenant automatiquement les clusters en fonction de leur charge. Voilà, donc c'est un pas de plus vers je dors la nuit et mes clusters grossissent tout seuls ou diminuent tout seuls et j'ai pas grand-chose à faire. Le point suivant, qui est super important aussi, et que je vais vous démontrer rapidement juste après, c'est ECR. Donc c'est un registry Docker managé au sein d'AWS. Ce qui veut dire que très concrètement, vous pouvez pusher et pooler vos images sur un service managé AWS, avec tous les avantages que ça a, c'est-à-dire à peu près zéro gestion de votre côté, avec un pricing super clair. Il y a un niveau d'utilisation gratuit de 500 mégaoctets par mois pendant 1 an. Et au-delà, je crois que c'est 10 cents de dollars par gigaoctet. Donc bon, voilà, c'est un petit peu plus cher que S3 pour ceux qui connaissent. Mais ça reste super compétitif. Et donc surtout, vous pouvez, vous pouvez profiter d'un service qui est décorrélé du Docker Hub. Pour les gens qui font de la prod, ça peut être intéressant. D'avoir un service qui est peut-être un petit peu plus redondé, un petit peu plus haut dispo que le Docker Hub, qui malheureusement de temps en temps a quand même des soucis. Et puis dernier point, vous pouvez avoir des instances spot dans vos clusters ECS. Alors les instances spot, c'est des instances que vous achetez aux enchères. On a des instances à la demande que vous payez au prix fixe. Et on peut avoir des instances aux enchères qui sont, en fonction de l'heure à laquelle vous les achetez, qui peuvent être à peu près 10 fois moins chères que le prix normal. Donc vous pouvez avoir du coup de très très gros clusters avec un coût d'utilisation assez bas. Voilà. Donc je vous ai mis tous les liens, vous pourrez regarder ça en détail. Donc voilà, ensuite c'est les commandes normales, push-pull, là il n'y a plus aucune différence. Et puis vous pouvez décrire vos repositories, lister les images, effacer les images, effacer le repository et tout. Donc tout ça c'est en ligne de commande, c'est scriptable. Et du coup ça permet d'intégrer ça super facilement avec vos outils de déploiement continu, vos outils de test. Voilà, il faut juste avoir un réseau qui marche. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je suis en train de finir une tournée des Meetup Docker de France. Donc je fais un petit coucou au groupe où je suis déjà passé. Je fais Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Nantes. Je vais faire Lille et Rennes d'ici d'ici une semaine ou deux. Donc j'ai une présentation complète sur Docker, ECS, ECR, comment on monte des archis microservices, etc. Bon, ça a duré entre 1h30 et 2 heures à chaque fois, donc là je ne peux pas la faire. Mais je vous ai mis le lien sur les slides. Et puis si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me pinguer. Comme d'habitude, je vous encourage à nous suivre sur Twitter pour être au courant de nos apparitions dans tous les meet-up. Je bouge beaucoup en ce moment.
sur du Docker, mais aussi sur d'autres choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, AWS Actu et mon propre Twitter. Et puis dernière chose, je rappelle aussi, hein, on a notre summit l'année prochaine que dis-je, cette année, 31 mai à Paris. L'inscription est gratuite, c'est une journée technique sur toutes les technos d'AWS. Donc écoutez, je vous encourage, si le sujet vous intéresse, je vous encourage fortement à vous inscrire. Ça vous permettra de progresser rapidement et de mieux comprendre toutes nos technos. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolé pour le petit souci réseau, mais c'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Toutoun? Désolé, je ne connais pas Toutoun. Je ne le connais pas. Donc voilà. Bon. Et puis de manière générale, je passe déjà beaucoup de temps à essayer de suivre toutes les technos AWS. Voilà, parce que là, on parle de Docker, mais il y a 50 services. Hein. Ouais, au total, 50 services différents. C'est peut-être 51 depuis hier, donc bon. Donc désolé, j'ai pas le temps de tout suivre. Voilà, j'ai passé un peu de temps sur Swarm, mais c'est déjà pas mal. On pourrait aller jusqu'à dire que ECS est une alternative à Swarm, ou que Swarm est une alternative à ECS, ou que bon, voilà. Je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais à vous de vous faire une opinion. Bon, merci beaucoup et au mois prochain alors. Okay, good. Okay. Hi, everyone. Thank you. I'm going to do this in English because you don't want me to do it in French. So anyway, thank you for having me here. This is a talk I gave at DockerCon Europe a couple months ago. I was supposed to come here and give it last month, and then I got super sick, so apologies if any of you guys wanted to see it then, but I'm here today. And so this is maybe something a little atypical for what you guys talk about, but I hope you enjoy it. And just a little about me. So I'm a cosmologist. I actually just started working here in Paris about 3 months ago. I'm at l'Observatoire de Paris. So I run this thing called Cosmology at Home, and which is what this talk is about. And we use it to analyze data from the satellite called Planck. I'd like to just be very straightforward here, which I was not totally during my DockerCon talk, but I will just be here. So I really am here because I would love to have some of you maybe as collaborators on this open source project that I'm about to tell you about. So if you find any of the next 20 minutes cool, then definitely talk to me and we can work on this. So Cosmology at Home is basically just a volunteer computer cluster, see, can you make out the red? Yeah. So this is showing basically all over the world where the different computers that are part of this cluster are located. These are just normal people. In fact, I'm curious. Does anyone in this room use or has run BOINC in the past? Okay. Good. So you guys have contributed to something like this, or maybe even this. I don't know. Right. So this is our. So we have about 7,000 computers that are running this today, and this is a very modest-sized actually BOINC project. So they could be even bigger. And I have a feeling that it just worked. Yeah. No, please. So what do we do with this with Cosmology at Home? Well, we're in the business of finding out more about the universe, and I'll tell you about one specific thing that we do, which is actually try to figure out what's the mass of this particle called the neutrino. And the way that we do this is that we have our server. And we come up with different hypothetical universes. In this case, in each of them, this particle will have a slightly different mass. How basically its weight, how heavy it is, and then we farm each one of these universes to different volunteers, and they basically compute what this universe would look like, and then send us back the results, and then we compare with what ours actually does look like. And this all sounds great. Why am I at a Docker meetup telling you about this? And that's because. As of so it's been about 6 months now that this has really kind of been working. We've realized that this works a whole lot better if these volunteers are running our code inside of Docker.
So, just to outline a little bit of the rest of my talk, so I'm going to tell you a little bit about the science that we do, and then I'll tell you about how we actually use Docker, and then I'll tell you a little bit about what we hope to do with Cosmology at Home in the future, things that possibly, if any of you are interested in working on. So, right. So starting off, warning, the next couple, 5-10 minutes, I will tell you about some science because, well, this is what we do, what's exciting to us. Let me also actually just use this opportunity to mention that if any of you are interested in hearing more about this kind of stuff, at the Observatoire, I believe it's one Wednesday a month, I believe. I would have to look it up. There's a free, you can come in and they have lectures from different people for general audiences, so if you're interested in that, everyone's welcome to come. So, I said we measure the mass of the neutrino. So, as it turns out, last year, these two gentlemen here were awarded the Nobel Prize in Physics for the following, for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass. So what does this mean? Basically, they showed that these particles weigh something. They don't weigh nothing. What we don't know yet is what that is, how much they actually weigh. And this is sort of naturally the next thing that we're interested in finding out. For those of you that don't think about neutrinos all the time, just to remind you, depending on how you count them, there's about 17 particles. Everything's made up of basically one of these 17 things, and 3 of them are what are called neutrinos. They get created in the explosions inside nuclear power plants. They get created in the much bigger explosion, that's the sun. And they get created in the extremely big explosion that was the Big Bang. So this is how we study them. What makes neutrinos unique and kind of interesting is actually that they interact really weakly. So basically they just shoot right through anything. So let me give you this following example, which is, so the picture on the left is a picture of the sun, but not with light taken of the neutrinos emitted by the sun. And what's special about this picture is that it was actually taken staring down through the Earth. So that means that the entire length of the Earth was not enough to block out the neutrinos to reach us to make that picture, which is pretty amazing. With just your hand, you could pretty much block out like all of the particles of light from the sun, but the whole Earth wasn't enough to stop the neutrinos. So this is interesting. It also makes measuring any of their properties difficult because you'll have some apparatus to measure it and then it'll just go right through it, So, in fact, the way that they go after measuring properties of these particles is, so this is a picture. It might be kind of hard to make out. This is a life raft with 3 people on it, and they're sitting in a giant tank of water. And they're polishing these little detectors. And what they do is they essentially have this tank and wait for neutrinos to come and interact with the water and give off a flash and detect it with these detectors. So that's one way to measure neutrinos. We basically go after them in another way, which is use the fact that a lot of them were created in the Big Bang. And so the way that I mentioned before is you can sort of look at the neutrinos from the sun and measure them with this detector, say. What we do is, so we use the fact that the Big Bang created a massive amount of neutrinos that are just everywhere, spread all throughout the universe. And we actually look at the effect of how they distort this backlight, which is this thing which I will now tell you about called the cosmic microwave background. And we measure this with this satellite called Planck. So let's see. So to explain how this kind of works, let me just briefly take you through a backwards history in the universe. So if you roll the clock backwards, today there's galaxies that are flying farther apart from each other. Backwards, they're getting closer and closer together, like you see here. Eventually, they're essentially on top of each other.
a better word might even not be galaxies, but just kind of a gas of things. And this gas is getting hotter and hotter as you wind the clock further and further back. And there comes an important time where something happens called a phase transition. And what that is just like if you heat ice, it comes to a point and then it melts. That's a phase transition. You heat that up, you heat the water up, you eventually get gas. And you heat gas up, and in fact, there's another phase transition where it turns into a plasma. And what's unique about a plasma is that it glows. And so very early on in the universe, it was essentially everything was glowing. And so we have this light that was being given off. And this is in fact the light that we measure how it's distorted by the rest of the neutrinos that are sort of out there everywhere. So let me run this picture forwards now. So this is going to be the plasma that's glowing, and these are meant to signify particles of light, which are what the glow is. And at some point, this plasma now in forward will turn to a gas, and now this glow is just free to go out into the universe. And it sort of, this light streams past everything, goes past the formation of some of the first stars, the formation of the first galaxies, and as it's traveling, it has a lot of time to possibly interact with neutrino particles that are there. And that's basically the idea. We don't just have the length of the Earth or a big tank or something. We have almost the length of the whole universe to try to have this light interact with a neutrino particle, and then for us to be able to infer some properties of these neutrinos. And so this slide is going on here, and eventually it will hit our detectors in our satellite. There we go. So this satellite, it's called Planck. It was actually a largely, it was a joint effort between NASA and the European Space Agency, and it was actually a larger part European. That's in fact why I'm here in Paris working on it. So this is a picture of the satellite. There's a person down there to give you a sense of how big it is. So this satellite was launched in 2009. Here's some pictures of it getting fueled up, shipped, and eventually launched. And so the satellite made its way into outer space where it observes from, and basically what it does is it just scans the sky and makes maps of this glow from the Big Bang, which has been affected by how it's traveled through the universe and interacted with these neutrinos. And it eventually builds up this map of the full sky, which you unfold, and it looks something like this. And here it is, in slightly higher resolution. And to give you a sense of the effect that we're looking for, how neutrinos distort this, so just a small zoom in on some region, and so if I now sort of simulate what this might look like if the neutrino were very heavy, it would take this little patch that I blew up here and make it look not like that, but like that. So when I flip between them, you sort of see the effect. It's basically a distortion of this light by these neutrino particles. So this is what we're going after. Our calculation that we're running is essentially simulating this effect. Of course, it's more complicated. There's more parameters. There's a big parameter space to explore. And so that's what we do with this computational power that we have. Okay. So I guess the summary thus far is well, it's what I just said. So why don't I skip ahead? So that ends the science part of this talk. From now on, the rest of this I think will be much more familiar to you maybe. So so I described the calculation that we do, what we're going after. So how does this cosmology at home thing work? And so it works like this. So this is what it looks like from the user's point of view. Somehow they land on our website, you know, they read about what it is. They click join. Eventually, they get to download the BOINC software, which lets them become a volunteer.
Here's the page for BOINC. And they just click on the download button. As you'll note, BOINC comes pre-packaged with VirtualBox, which is going to be important for this, obviously. And so they install the software. They have a list of projects to choose from. So say they pick ours, they add it, and then they go. They're crunching. So their computer now just receives work from our server. Their CPU goes to 100%, or in fact whatever they configure it to, and they're crunching, and they get credits for this. And they actually, the credits are an important part. Actually, people really care about internet points, and people compete against each other. It's pretty cool. In fact, actually, one of our biggest, and in fact they form teams, and one of our biggest teams, in fact, is l'Alliance Francophone, which is pretty cool. And so some projects, we do not have this yet, but some projects also come with a cool visualization of the calculations that are running. For example, if there's a climate change simulation or some protein folding thing or something. Okay, so what does this look like from our point of view? And where's Docker involved? So the way this used to work was that we have our server, we have our code that we need them to run, and we basically just had to compile an executable to run on every different kind of computer that we wanted to support. And then there's a set of input files, which are the different parameters that we want to explore, and they just the users just run that executable on whatever input file we sent them, and then that's it. So this is obviously it's a little difficult because that means you have to support all these different architectures and different operating systems, and we're physicists, we're not programmers, so this is hard, and we don't have time to spend doing this. We're not good at it, and so we were looking to make this easier somehow. This is to show you the distribution of some of our users. You know, there's a lot of different platforms that you would have to that you had to support. This does not show Mac OS because at the time we didn't even support it, mainly for the reason that I think none of us owned a Mac. So we've come a long way though. So now we do, in fact. Thanks to Docker. And so the next idea was, okay, well, we can just create virtual machine images, right, for our computation, and then we just build one image, and the image runs our computation, and we send this out to everyone, and so this is good. It solves the problem of working on all platforms. It also solves something that's important, which is the users have to be able to suspend the computation and resume it later because they've got to use their computer. They need it in that moment. It still has some downsides though. The images can be fairly large, right? This is, I think, a fairly base Ubuntu virtual image, almost 400 megabytes. And these are the distribution of some of our users' download speeds. You know, these are not a highly, Google Fiber data center or something. You know, these could be fairly slow. So these massive images meant that if we need to update the code a lot, we can't really do it. And so this is where Docker enters. And what we now do is, in fact, we send to our volunteers a modified boot to Docker ISO, right, which I've called BOINC to Docker here. And so this is small. It's based on Tiny Core Linux. It's only about 30 megabytes. And it lets the users now run Docker. And so the idea then is that our users, there's the BOINC client software. They receive this ISO that lets them run Docker, which runs inside of VirtualBox on their computers, which already has in it this nice ability to pause and resume and so on. And inside of there, they're running Docker containers. So now for us, it's really easy. We just build a container to do whatever calculation we need. It's easy to tweak, and the file sizes are small. You know, the Docker, even with this
30 megabytes plus the Debian base image in Docker is only about a 40 megabyte download. And then any of our code, it does not have to be that big. And if we change our code, this doesn't have to be re-downloaded by them, right? If you change the whole image before, you would have to resend the whole image. So it works really well, and it lets us now just code in Docker, which I assume you're here, so you probably also find that very enjoyable and easy to do. So let me skip this slide, which is a little technical. But basically the idea is that, okay, here's, now I just create my Docker image. We still use Fortran, which maybe some of you here know what that is. But we can use anything. This could be Python. It's easy to install whatever, send it out to these volunteers and have them do the calculations. So, and then basically, so we just to tell you the whole story. So yeah, so we create the Docker image that is our calculation. We just push it to the Docker hub, and then the users from there, inside of their boot to Docker, will just pull the images and just run them. And then in terms of submitting work, there's just a command on the server where we say, okay, you user X pull and run some particular image. So the end result is that it's made this just massively easier. It's made this massively more useful for us and easier to use, and it's let us do more physics, which is really great. And so now, just to end, what about the future of what we can do at Cosmology at Home? So I'm pretty excited about this because so we're one project out of like 200, and if you total them all up, it's actually the number 5 supercomputer in the world. It actually is a huge amount of computing resources. And these are all users that already have BOINC on their computer. So if basically they just need to decide to add our project, and then they could crunch for us. So we're maybe not that far away from having just a massive Docker cluster, the biggest one ever. So I think this is pretty exciting, and it's highly useful to us as scientists. So with that in mind, ideas about what we can do with this system, things that I would love to get input from various people here on. I've had ideas of, can we turn this into a full-fledged Docker swarm? That would make it even easier to submit jobs and run various things and so on. Maybe we can actually have each of these users run an IPython parallel kernel. I didn't put the word parallel. So if you've ever used IPython Notebook, IPython Parallel, that's a really pretty slick way to farm work out to different users. Maybe these users could be these volunteers. There's other cool things. I won't go through all of these. Maybe some of these interest you. The end thing is that we have this large cluster that is set up to run Docker, so it's easy to develop for. What cool things can we do with it? So I will leave you with that, and thank you. Questions? Yes. How much time does it take to make one calculation, and how many do you need to complete? Yes. So it's the way that it works for us is we have there's the more calculations that we have for this particular thing that I described, basically the more accurate the answer gets. So there's not a super well-defined stopping point. It's not like we have 10,000 jobs and we need to run them by Tuesday, like that. It's more like we're building up the results, and the more we get, the more accurate the final answer will be. To answer how long one calculation takes, one simulation, right now the jobs are, like on my laptop, they run in like 20 minutes. So then we get, I think, about 20,000 back a day, maybe. So, yeah. So how
easy it is to because it's okay. So you build a Docker image, right? And you can push it to your sorry. Yeah. So basically, you can build an image, and how easy it is to give it to the users. So once you have an idea, you write a new program, you build it, and then how does it work? Yeah. So it's the way that it would work is you've got your image, you've built it, you get it on the Docker Hub somehow, and then you go to our server and you log in and you basically run one command, which creates a job, and the command looks something like this, and you can sort of schematically substitute this by the name of your image, and maybe this by some parameter file that your image takes in, and then you submit it. So now your job is in our database, and the next time a user requests a job, it would be given this. So it can run any code. Yeah. I like, right? Yeah. Yes. So I knew a bit about the Boeing project a few years ago. I'm guessing the virtual machine part is probably used now by a lot of projects. Have you seen other projects use Docker as well, or it hasn't been mostly you guys? So there's probably about between 5 and 10 projects out of 200, so not that many that use the virtual machine, and definitely no one is using Docker yet. So I feel like this is a unique and cool thing. In fact, I hope a goal would be in fact to get other projects using this, because I think that it's really improved how easy it is to do this. Well, actually, I have another question then. How close to? I'm guessing you're trying to get each time a more precise guess on the mass of the neutrino. So, like, how many digits have you gone so far? So in fact, that's not quite what we do. So the process that I just described, the code that does that simulation is in fact the code that we run, and then we take those results and we have a mapping from the parameters that we tried to what these universes would look like, and then separately we essentially train an emulator to basically do that process, and then that emulator we use in the actual estimation of in our actual analysis. So I didn't talk about that part, but so basically the more results we have, the better the emulator works, and the more we can believe the results, and over a wider range of various other parameters that we also have to vary besides the neutrino mass. Yes? Okay. Okay, cool. Yes? Yeah. Yeah, I call it machine learning, but it's so embarrassingly simple. I almost don't want to use that name. It's like it's essentially polynomial interpolation with like maybe one small, but yeah. 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 Thanks again. Always ask him questions. Yeah, thank you, and talk to me later. Bonsoir. Donc après cette belle présentation technique et scientifique, je vais m'occuper de la partie coupure pub. Pour ceux qui m'auraient croisé déjà au meet-up précédent le mois dernier. Donc je suis Nicolas Troen, le responsable du pôle exploitation d'Ikula, Ikula hébergeur web. Le mois dernier, j'avais fait une présentation technique autour de Docker et d'un client VPN. Aujourd'hui, je fais juste la pub.
Alors, Icula, pour ceux qui ne savent pas, voilà, Icula est un hébergeur Internet, un hébergeur de cloud. Et en quelques mots, voilà, pour vous présenter brièvement, on existe depuis 98, on fait de l'hébergement Internet depuis toujours. On a commencé à travailler sur des hébergements de type cloud, on va dire depuis 2001. À l'époque, on n'appelait pas ça du cloud, mais on travaillait déjà sur les technologies qui ont permis de mettre en place les clouds d'aujourd'hui. Dans l'actualité récente, on est en train de se déployer à l'international. On a acheté un deuxième bâtiment en France et on a maintenant pied dans différentes zones de la Terre, tout simplement. Donc Icula, c'est un des premiers hébergeurs qui a souhaité s'inquiéter un peu du climat. Donc on a fait un peu pression sur nos différents fournisseurs concernant ce qu'on va appeler le green hosting, donc concernant le recyclage des matériaux, le fait de ne pas utiliser trop de carton, ce genre de choses. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous sommes présents dans 6 data centers différents sur 3 continents. Donc, il n'y a pas que Amazon, Google ou autres qui sont capables de faire ça. Il y a des Français aussi, comme nous, OVH ou d'autres, qui le font. Et donc, nous sommes présents sur 4 points en Europe, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'à Singapour et la Floride. Quelques chiffres juste pour nous donner un peu la taille, pour vous donner la taille d'Icula. Donc voilà, c'est surtout, on représente aujourd'hui un peu plus de 8000 VM, 8000 VM qui tournent au milieu des 5000 serveurs qui sont dans notre bâtiment. Et on a une équipe R&D qui représente 10% de notre effectif, mais on est en train de faire un peu changer ça et l'équipe R&D est en train de grossir de mois en mois. Icula, commercialement parlant, c'est 3 unités commerciales, c'est-à-dire qu'on a une solution Express Hosting sur laquelle on va vous proposer des solutions pré-packagées, notamment toute la partie cloud publique qui va se présenter ici. La partie Enterprise Services, là, ça va être plutôt pour des plateformes sur mesure, pour des choses sur lesquelles on va faire du cloud privé. Notamment, on peut vous faire du Docker sur serveur physique avec un Core OS, avec l'OS que vous souhaitez. Vous allez me dire, vous pouvez mettre l'OS que vous voulez. Mais la plupart du temps, on voit CoreOS sur des machines virtuelles. Nous, on vous l'apporte aussi, si vous le voulez, sur des machines physiques. Et après, la place de marché, là, c'est plus pour des solutions de messagerie, ce genre de choses. Donc, on est plus proche, on va dire, de ce que vous pouvez trouver chez Office 365, ce genre de choses. En infrastructure, on propose énormément d'infrastructures IaaS, forcément. C'est le propre de l'hébergeur Internet. Donc on peut, fort de notre présence sur plusieurs continents, on peut vous faire du débordement multizone pour la partie cloud. Vous avez une interface de gestion sur laquelle vous êtes complètement indépendant. Vous avez un pilotage par API, ce qui est la partie personnellement que je trouve la plus amusante parce que on peut scripter énormément de choses et automatiser beaucoup ce que l'on fait, donc notamment faire des petits scripts à base d'Ansible, de Swarm et autres pour pouvoir bouger nos clusters, les faire grossir, les réduire selon nos besoins. Voilà. Et on propose, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, du serveur virtuel, du serveur physique, ce genre de choses. En termes de technologie, on est assez large, on est assez varié. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on fonctionne énormément aussi en plateforme à la demande, en plateforme personnalisée. Donc on permet de pouvoir s'approcher des technologies les plus courantes et les plus standards. Vous verrez qu'on aime bien les projets open source. On contribue un peu, on a un GitHub. Si vous avez la curiosité, allez sur GitHub, voir Icula. On a partagé quelques petits projets. Voilà. Et dans la partie niveau de service ou autre, on est capable de faire de l'accompagnement sur différentes technologies, donc des choses assez récentes comme Node.js ou des choses plus anciennes comme du Drupal, des choses comme ça. Voilà. Je viens de parler de l'infogérance. Donc l'infogérance, on l'a fait sur 4 niveaux différents. D'abord le matériel. Après, on va pouvoir monter un peu et vous ajouter une partie supervision et ensuite après la supervision, on va vous rajouter des zones de sauvegarde, une infogérance partagée, c'est-à-dire qu'on peut s'occuper aussi de procédures d'escalade personnalisées selon les besoins et des sondes de supervision très spécifiques par rapport à vos besoins. Et dans le dernier cas, on va s'occuper vraiment de tout le socle logiciel et vous n'avez plus qu'à vous occuper de votre code.
En général, on a une approche plutôt DevOps chez Ikula. Personnellement, ça fait 10 ans que je suis chez eux. Je suis rentré comme admin 6 avec une bonne couche de réseau. Puis en fait, j'ai fait autant de développement que d'admin 6. Donc depuis toujours, Ikula se veut un peu sur cette mouvance DevOps. Aujourd'hui, on entend bien le mot DevOps, mais en réalité, c'est un métier qui existe depuis des années et pas que chez Ikula. Et donc on a aussi on a eu l'occasion de travailler avec différents projets. On peut aussi vous permettre d'avoir des infrastructures appuyées sur les différents, donc du Bitbucket, du Git, du GitHub, Subversion, peu importe où vous déposez votre code, on peut vous synchroniser sur votre plateforme. Après, tout le reste, c'est juste une question de scripting. Et pour terminer, nous recrutons. Nous recrutons régulièrement, comme je vous l'ai dit. La R&D, alors les équipes techniques sont basées à Reims. Donc, pour ceux qui sont parisiens, qui aiment bien rester à Paris, malheureusement, je ne pourrais que vous proposer des postes de commerciaux ou technico-commerciaux, avec un peu d'avant-vente, ce genre de choses. Mais sinon, voilà, moi je cherche des personnes personnellement pour l'exploitation. Petite particularité, c'est le seul poste de la boîte où on est en 24/7. Ça peut avoir son importance. Et en termes de R&D, voilà, vous êtes amené à travailler beaucoup sur les technologies. On travaille un peu Microsoft, mais beaucoup de technologies open source, comme je l'ai montré juste avant. On a du Nginx, on s'amuse un peu avec différentes choses, notamment du Docker et autres. Et pour ceux qui avaient loupé le meet-up du mois dernier, je pense que sur le site du Meetup de Docker Paris, vous pourriez retrouver les slides précédentes et voir un peu le genre de projet qu'on peut faire. Voilà, fin de la pub, je vous remercie. Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Émile Vosges et je vais vous présenter un petit projet open source que j'ai codé chez moi le soir depuis quelques mois, qui s'appelle Trafic. Du coup, je me présente rapidement. Du coup, je travaille chez Zenica. Je suis formateur et je fais du consulting sur toutes les thématiques DevOps, que ce soit Docker, que ce soit du Mesos, un peu de tout, du Elasticsearch, voilà. Du coup, ça fait pas mal de temps que je travaille sur des microservices, comme beaucoup de gens. Donc on a de plus en plus de clients qui ont besoin de déployer leur application, de splitter toute leur application en microservices. Et du coup, forcément, on va vouloir parler de Docker, évidemment, mais on va vouloir aussi aller plus loin. On va vouloir parler de service registry, on va vouloir parler d'orchestrateur, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai mis en place toutes ces solutions chez des clients, qu'on avait aussi tout le temps besoin d'un classique reverse proxy et de faire du load balancing aussi sur nos microservices. Et des reverse proxy, bon, il y en a déjà. Hein. Il y a HAProxy qui est super rapide, qui marche très bien. On peut faire avec du Nginx, on peut faire avec d'autres solutions. Mais le problème de ces reverse proxy dans le cadre de ces architectures microservices, c'est que les reverse proxy, leur configuration est statique. Les reverse proxy existants, du style HAProxy. Et donc, une architecture microservice, c'est tout le contraire d'une architecture statique. Dans le temps, c'est amené à évoluer, c'est-à-dire que vous allez avoir des services qui vont apparaître, qui vont disparaître, qui vont se rajouter, etc., etc. Du coup, devant, le reverse proxy qui est devant, sa configuration doit être dynamique, elle aussi. Et c'est pas le cas avec HAProxy. Donc, il y a moyen, quand par exemple, on déploie des microservices sur Mesos, par exemple, ou sur Docker, il y a moyen hein, de rendre un HAProxy plus ou moins dynamique, mais ça reste un peu de la bidouille parce que ça n'a pas été créé pour ça à la base. Donc il faut changer son fichier de configuration, envoyer un signal au process HAProxy qui va redémarrer avec le nouveau fichier de configuration en gardant les anciennes connexions pour faire un grateful shutdown, etc., etc. C'est un peu de la bidouille. C'est pas super propre quand on met en place ce genre d'architecture. Donc ça faisait plusieurs mois que je me disais, bon, ça serait quand même cool d'avoir un reverse proxy qui soit juste dynamique, quoi. Qu'on puisse lui rajouter des routes dynamiquement sans devoir éteindre le process en utilisant une API. Et puis, pourquoi pas, voire même que ce reverse proxy,
il se branche directement sur les API Docker, sur les API Mesos, sur les API TCD, sur les API Consul, bref, toutes les solutions d'orchestration qui existent et qui mettent à jour automatiquement sa configuration. Voilà, ça c'était mon désir de départ. Donc voilà, l'idée c'était de se brancher sur toutes ces API, Mesos. Donc je ne sais pas si vous connaissez Mesos, c'est une solution open source d'orchestration, pas que de conteneurs, mais on peut orchestrer des conteneurs avec Mesos. Et c'est utilisé notamment en prod par Twitter, par Apple, avec Siri. Bref, c'est du lourd, c'est en prod depuis longtemps. Et en gros, ça permet de profiter d'un cluster de machines, de pouvoir piloter un cluster de machines depuis différentes API. Voilà. Et donc, il y a aussi des services discovery qui m'ont intéressé, TCD, Consul, tout ça c'est écrit en Go, je pense que vous avez déjà entendu parler. Il y en a d'autres, hein, il y a du Zookeeper, il y a divers services discovery, mais ceux qui sont à la mode en ce moment, c'est plutôt ceux-là, qui proposent pareil des API REST. Donc, c'est sur cela que je me suis concentré. Et donc voilà le constat sur lequel je suis parti pour commencer ce projet. Trafic. Donc c'est un bête reverse proxy, bête et méchant. Donc l'idée, je pense que vous connaissez, hein, c'est une machine souvent, pas que, mais souvent entre Internet et un réseau privé qui va être, son boulot va être de router les flux en entrée vers les différents back-ends du réseau privé. Donc souvent on l'utilise en utilisant des sous-domaines, et tel sous-domaine correspond à tel back-end, tel serveur ou telle application. Voilà. Ça c'est le truc classique du reverse proxy. Donc trafic, l'idée c'est quoi? C'est que cette boîte, ce reverse proxy là, on va le brancher directement sur Docker, sur Mesos, sur etcd, enfin peu importe quel logiciel d'orchestration on utilise. Donc il va écouter l'API par exemple Mesos, et si Mesos décide si on décide de déployer un nouveau conteneur sur le cluster Mesos dans un back-end au pif, comme ça Trafic sera au courant automatiquement, on n'aura rien à faire, et il va remettre à jour automatiquement sa configuration pour qu'on puisse accéder à ce nouveau conteneur depuis l'extérieur. Voilà, ça c'est la principale feature de Trafic. Mais pas que. Il y en a plein. Un des trucs importants, c'est que j'ai décidé de l'écrire en Go. Pourquoi? Parce que ça permet de créer un binaire compilé statiquement très facilement. C'est un langage assez sympa avec un garbage collector, etc., etc. Bon bref, un peu à la mode pour tout ce qui est logiciel qui s'oriente vers l'infra. Donc ça expose une API REST, ça expose des métriques en REST également, trafic. Donc on peut aller regarder la configuration en REST, et on peut aller modifier la configuration en REST également. Et chaque modification ne nécessite pas qu'on reboote le process, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est important. C'était ça le petit truc un peu tricky à faire au niveau technique. Donc il y a plein de back-ends différents supportés, hein, Docker, Mesos Marathon, Consul, etcd. Il y a du Zookeeper, il y a du BoldDB, et je suis en train de travailler sur Kubernetes par exemple. Bon voilà, il n'y a pas de limite parce que ça a été pensé dès le départ. Je l'ai pensé dès le départ pour pouvoir ajouter différents back-ends. Ça supporte du coup le hot reloading des configurations, donc il n'y a pas besoin de restarter le process. Ça supporte le graceful shutdown des connexions HTTP en cours, donc ça veut dire que quand vous mettez à jour la conf, ça ne va pas vous bousiller toutes vos connexions existantes en cours. Ça, c'est quand même important. Il y a aussi des trucs sympas du style des circuit breakers sur les back-ends. Donc typiquement, si vous avez vos back-ends, donc vos serveurs back-end, vous avez un serveur back-end par exemple qui se met à répondre pas mal d'erreurs 500 et qui est beaucoup sollicité, plutôt que de chaque fois aller taper sur ce back-end qui est en plus qui est en plein problème a priori, donc il ne faut pas aller l'embêter. Du coup on peut décider de couper le circuit
quand on a plus de temps d'erreur par minute, par exemple. Ça s'appelle un circuit breaker. C'est pas mal utilisé, notamment par Netflix dans son architecture microservice. Voilà. Donc là, Trafic, il peut décider s'il y a trop d'erreurs sur un back-end, il coupe le trafic, comme ça on n'embête pas le back-end pendant qu'il est largué, et le temps qu'il se remette en route. Et Trafic va aller le repinguer, je sais pas, un certain temps après, pour voir s'il est de nouveau up ou pas. Donc évidemment, il y a différentes méthodes de load balancing aussi, comme sur tous les reverse proxy. Il y a du round robin weighted, du dynamic round robin aussi. Bon, ça, pour l'instant, il y a ça, et ça sera possible d'en ajouter plus tard, ça, il n'y a pas de problème. C'est du Go, donc c'est buildé statiquement, donc il y a moyen de faire une image Docker qui ne contient que ce binaire. Donc ça, c'est super intéressant. L'image Docker de Trafic, elle fait moins de 10 mégas, quoi. Donc ça, c'est quand même un sacré plus. Et puis, il y a aussi une web UI qui est assez sympa, qui est faite en Angular, et ça supporte les WebSockets. Bon, voilà. Il y a pas mal de petits trucs sympas. Alors là, c'est la plomberie, pour ceux qui font du Go uniquement, parce que bon, sinon, ça va pas trop vous parler, mais ça utilise Gorilla Mux pour faire du routage de request HTTP, Negroni, Manners, Viper Cobra et Oxy, qui est une librairie de load balancing. Donc, je m'appesantis pas là-dessus, et je vais plutôt partir sur la démo directement. Donc, hop, j'aurais peut-être dû changer le... Ouais, je vais changer la couleur, 2 secondes. Hop. Yes. Ok, alors, donc, Trafic, ça se configure au départ avec, par exemple, un fichier de configuration. On peut aussi configurer avec des arguments ou des variables d'environnement, mais en tout cas, ça se configure avec un fichier Toml. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Et je vais commencer par vous montrer l'utilisation avec Docker. Ok, donc là, j'ai juste activé la configuration avec Docker. Hop. Ok. Ouais. On met ça. Ok. Donc là, j'ai démarré Trafic. Donc, sur le port 80-81, il expose une web UI. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans parce que j'ai pas lancé de conteneur. Et donc, c'est ce que je vais faire. On va voir que automatiquement, Trafic, comme il écoute l'API Docker, dès que je vais lancer un conteneur, en fait, il va câbler une route pour moi. Ok. Donc, je vais commencer par très simple. Je vais faire un docker run-d de Émile Vosges /whoami. Whoami, c'est quoi? C'est un serveur web écrit en Go, tout bête, qui renvoie juste l'adresse IP courante du conteneur et 2-3 informations, quoi. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais en lancer 2, par exemple, et vous voyez qu'en bas, ça bouge parce que c'est Trafic et qu'il a repéré que j'ai lancé des conteneurs. Donc, si je vais sur la GUI, on voit que j'ai 2 backends qui sont apparus. Donc, c'est mes 2 conteneurs que je viens de démarrer. Donc, le serveur, c'est serveur-clever Swartz. En fait, ça, c'est si je fais un docker ps, hop, on va retrouver, c'est les noms des conteneurs. Hein, ok. Donc, automatiquement, en fait, Trafic m'a créé une route entre ce nom de domaine, donc le nom du conteneur .docker.localhost, pointe vers ce conteneur. Ok. Donc, si je vais là-dessus, je vois que effectivement, Trafic m'a bien créé une route vers ce conteneur, et vous voyez que voilà, c'est le conteneur renvoie juste quelques infos, dont l'IP privé du conteneur. Okay. Donc je peux aller jeter un œil à la deuxième route. Voilà.
pour vous montrer que donc là l'IP c'était 172.17.03. Hop. Et du coup là c'est 172.17.02. Je vais bien taper sur le deuxième conteneur. Ok, super. Donc ça c'est sympa. Mais ce que nous, là, ce qui va nous intéresser, donc vous avez vu qu'à chaque fois que je démarre un conteneur, là, il m'a créé une route avec un front-end en entrée qui pointe vers un back-end. Moi, ce que je veux pouvoir faire, c'est pouvoir aller taper sur un nom de domaine et que je fasse du load balancing sur 10 back-ends, par exemple. Ça, c'est ce qui serait intéressant. Et bien, il n'y a pas de problème. On va pouvoir démarrer. Alors cette fois en utilisant les labels de Docker. Donc vous voyez que je vais ajouter des labels un peu particuliers, propres à Traefik. Donc -l traffic.backend. Donc je lui dis que je veux que ce backend s'appelle test. Je lui mets une règle de routage sur le front-end, etc., etc. Et je le démarre. Okay, et là je vais pouvoir en démarrer 3, 4, 5, enfin je m'en fiche, autant que je veux. Et ce qui va être sympa, c'est ça, c'est que sur maintenant test.docker.localhost, je vais pouvoir faire du load balancing sur mes 5 conteneurs. Ok. Donc on va tester. Test.docker.localhost. Et donc là, si je refresh, ok, je fais bien du load balancing sur tous mes conteneurs. Okay. Et donc ça, ça a été automatiquement créé juste grâce au label que j'ai utilisé pour démarrer mes conteneurs. Okay. Donc voilà, ça c'est l'utilisation qu'on peut faire avec Docker. Donc vous voyez, c'est super simple, c'est basique. Vous avez une petite UI aussi qui vous donne quelques infos en temps réel du style le nombre de statuts, enfin le nombre d'erreurs de code erreur, etc. Si je vais taper par exemple sur un mauvais nom de domaine, je fais une 404, là forcément je vois que j'ai une erreur 404 qui est apparue, quoi. Okay. Donc voilà, c'est une petite UI juste toute simple mais qui permet d'avoir un état en temps réel du reverse proxy. Ok, super. Donc maintenant, je vous ai montré avec Docker comment ça se passait. Je vais juste vous montrer rapidement, cette fois avec Marathon. Et donc je vais configurer Traefik pour cette fois écouter sur l'API de Marathon, de Mesos Marathon, et non pas sur Docker. Okay. Donc la première étape, c'est que je vais démarrer Marathon avec Docker Compose. Donc bon, je vous montre pas en détail, mais ce Docker Compose là, il va juste démarrer un Mesos, un Mesos Slave et un Marathon. Voilà. Ok. Voilà. Donc une fois que Marathon est démarré, on doit pouvoir accéder à sa UI. Ok. Donc ça c'est bon. Et on va pouvoir redémarrer Traefik, qui cette fois va écouter l'API de Marathon. Et donc, je vais pouvoir, je vais vous le montrer avant quand même, la tête du fichier, déployer une appli sur Marathon. Donc cette appli, elle est définie dans un fichier JSON. Okay, l'API de Marathon, elle comprend le JSON. Enfin, le descriptif des applications se fait en JSON. Donc je vais redéployer Whoami, toujours pareil, le même serveur. Et cette fois, je vais demander à Marathon de me créer directement 3 instances. Okay. Et puis en plus, je vais faire du health check. Et vous voyez que j'utilise les labels de Traefik pour bien le configurer. Donc je mets un poids à 1 à chaque application. Okay. Donc je vais juste déployer cette application en faisant un simple curl sur l'API de Marathon, donc sur localhost 2.8081/v2/apps. Ok, donc voilà. Et donc normalement, si tout se passe bien, on va voir apparaître le déploiement de cette application sur Marathon. Et donc, une fois que l'état de santé des 3 applications, des 3 instances sera up, je vais les voir apparaître dans Traefik. Et voilà.
OK. Comme Trafic écoutait l'API Marathon, eh ben, il m'a automatiquement créé ces routes-là. Donc toujours pareil, je vais le tester. Hop. Voilà. Donc c'est pareil, ça marche. Et ce qui est intéressant, par exemple, avec Marathon, c'est qu'on peut se dire, ouh là là, je détecte que j'ai pas mal de trafic sur mes applis, j'aimerais bien scaler mon application. C'est-à-dire, au lieu de 3 serveurs, j'en veux 10. Ben, ça, c'est assez sympa à faire avec Marathon, parce que j'appuie sur Scale Application, je mets 10, boum, et voilà. Donc là, il me redéploie 10, il me redéploie 7 autres instances. Ce qui est sympa, c'est que comme Trafic, pareil, écoute l'API de Marathon, automatiquement, il va détecter les nouvelles instances. Ouais, j'ai plein de mails. Et voilà. Et dès que les instances sont en état de santé OK, elles apparaissent dans Trafic. Et donc, je peux faire du load balancing sur toutes mes nouvelles instances. Hop, je peux le faire avec un curl aussi. Voilà. Et là, je vois que je load balance sur mes 10 instances. Voilà pour la démo, en gros, de ce que peut faire ce petit soft. Donc c'est quand même quelque chose, c'est un petit soft qui a bien marché quand même. Aujourd'hui, on en est à 1350 stars sur GitHub. Ça, c'est plutôt cool. Et dernière petite chose, il y a 2 points importants qui sont aussi vraiment cool. Il y a Cisco Cloud qui est en train de construire un gros soft open source pour se faire un sorte de pass quoi, perso. Et donc ça utilise du Docker, du Terraform, plein de choses, quoi, plein d'outils différents. Et en novembre, ils ont switché HAProxy pour Trafic. Maintenant, Trafic est directement packagé avec Mantle. Donc ça, c'est cool. Et il y a aussi Apollo, qui fait à peu près la même chose que Mantle, qui est fait par Capgemini. Et pareil, ils ont switché HAProxy pour Trafic. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que ça sert à des gens. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Tout à fait. Alors, c'est un point super important. Mon but n'a jamais été de faire le reverse proxy le plus rapide du monde. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des solutions, hormis HAProxy, il y a des solutions hardware qui existent qui sont encore plus rapides. Je ne pourrais pas battre HAProxy, ça c'est clair, parce que déjà c'est écrit en C et pas en Go, donc c'est encore plus bas niveau. Mais ceci dit, les performances par rapport à un Nginx aussi, qui est écrit en C, et qui est plutôt rapide, sont un peu en deçà, mais pas 2 fois en deçà, quoi. Ok, donc on est dans le domaine du comparable. Voilà, c'est pas 10 fois plus lent, quoi. Voilà. On a encore le temps pour 2 questions. Ouais, est-ce qu'il y a moyen de faire du sticky session? Bonne question. Ça m'a été demandé dès le départ. Dès le départ, j'ai freiné des cas de fer. Alors, je vous donne ma version. Bon, non, mais c'est quelque chose que je serais sûrement amené à devoir faire parce qu'on me le demande. Mais ceci dit, je suis complètement contre parce que je pense que c'est une grosse connerie de le faire parce que ça veut dire que l'architecture est mauvaise et donc j'ai jamais voulu le faire. Après, si vraiment on me force, je le ferai ou peut-être j'accepterai une PR, mais je suis complètement contre. Voilà. Ouais, au Oui. niveau test de charge, jusqu'où ça va? Ouais, Pas alors. forcément de perf, mais de charge en fait. Bah, j'ai fait des tests de perf. Après, très clairement, pour l'instant, c'est quelque chose que je fais le soir chez moi et le week-end. Donc, je veux dire, j'ai pas eu le temps de mettre en place tout un protocole de perf sérieux, mais ça viendra. En tout cas, c'est dans les cartons de faire ça, quoi. Voilà. Bah, c'est-à-dire, non mais
Pour l'instant, non. Mais, moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème et je travaille en collaboration avec ceux qui créent Mantle, etc. Enfin, et ils n'ont pas spécialement de problème sur leurs tests non plus. Mais ceci dit, encore une fois, ma priorité, c'était pas du tout de faire de la perf, parce qu'il y en a qui le font très bien. Par contre, ma priorité, c'était de faire quelque chose de dynamique et d'utilisable avec des API, avec une UI. Enfin voilà, quelque chose qui change un peu, quoi. C'est ça l'objectif. Bonsoir. Est-ce que vous auriez un petit élément à nous donner sur la complexité de l'intégration d'une nouvelle API de backend? Vous sauriez nous montrer un petit bout de code pour montrer comment c'est fait ou... Là tout de suite, je pense pas, parce que on va pas C'est trop avoir chaud. le temps. Mais ceci dit, c'est pas compliqué et c'est basé sur des templates en Go. Voilà. Donc c'est pas super compliqué. Le truc compliqué, c'est que, enfin le seul truc, c'est qu'il faut être capable d'écouter une API, euh, enfin d'écouter une API en REST par exemple, et de pouvoir mettre à jour la configuration de trafic. Mais c'est pas, bah ça dépend des API, mais souvent c'est du long polling, ouais. Et dès comme ça, dès qu'il y a un event, ça peut simuler un push de la part du serveur, quoi. Voilà. Ok, bah merci. Merci. Bonjour. En fait, ok, je vais faire cette présentation en anglais, mais ok, je comprends, je peux parler un peu en français, mais c'était beaucoup plus facile pour moi. Si vous avez des questions en français, je peux essayer de répondre. Okay, so I said I will do it in English. I heard that the pizza is coming in 15 minutes, so I need to hurry. So, so I wanted to show you my new project. Well, it's a young project. So what I'm more interested in, because the implementation it's quite new, so I'm more interested in your. I'm very interested in your feedback about what do you think about the concept? What are the problems? Is it something Docker is useful for, or is it a completely stupid idea? Yeah, the implementation itself is at the moment is quite simple, as I said, but I'm interested if you want to speak later, maybe. So yeah, so a little introduction about the project. So what is it? So it's a software repository. It's a catalog for Docker containing some lightweight web applications. By lightweight, I mean applications for a single user or a small group of users. So probably one concurrent user. So it contains a catalog, but it's also is a hosting service. So you also be able to run you are also able to run Docker images using this, and the idea is to make the interface as simple as using an app store on a phone. Yeah, so it's kind of a different than the other projects like this. So it's basically you can call it a UI for Docker, for running Docker images. Well, yeah, and it's free as in freedom because it's a free open source software, but maybe it's also free as a beer. Well, it's a bit tricky, this one, but I would like to have some feedback about my ideas about this. So okay, so what are the benefits for the users about running their software? Yes, so the idea is to decentralize, so everybody can run their own blog or social network node, like Diaspora node or mail server maybe. Yes, because I'm talking about web applications here, but in fact it doesn't have to be a web app. It can be anything running on the server, any server app. Yeah, so it's simple. So the idea is to target like an average technical oriented user, so somebody who can animate a small forum maybe, or somebody who can install an application on their computer, or should be able to install something on the server. Well, the idea is to make it easy to maintain. This doesn't work at the moment. I will tell about this more later. I'll make automatic backup. The idea is also to not to worry about this server. So I imagine normal users don't want to think about what is a server. They just want to run the app somewhere. Yeah, this is a bit tricky. Well, I will tell more about this later.
Yes, and the thing is, you can also bring your own server, so you can connect your own server to the to Puffin. Well, I will tell you more about the how it compares to the other similar apps projects later. Okay, this I will go quickly because well we know this. Well, okay. The idea is yes to if you put, so it's also so it's a hosting service, but it's also a catalog of applications. So so the developer's good idea to put the application in the catalog is well to reach maybe not so technical audience, not so technical, not so technical who can install who administrates the server basically. Okay, this is obvious. I mean, yeah. So instead of long instruction how to install my software, I can provide a configuration file. It's easy to add because basically it's Docker Compose plus maybe some few extras, and well, and can be deployed anywhere. And also, yeah, you can use any base image you want as usual. This is Docker. So okay, what about free? So it's free as in freedom because it's AGPL licensed, but it's also free as a beer with some limitations, obviously. So the idea is to make applications lightweight. So basically, this is a memory limit. Yeah, for example, 256 megabytes. Or something. So the idea is really to create a catalog of applications of web applications with a small memory basically mostly memory footprint. Also some other limits. But of course, if somebody wants to run something slightly bigger, or somebody wants to be more independent, then they can bring their own server. Well, why do I think? Well, maybe a bit later. So obviously, so there will be one server running multiple containers. So multi-tenancy. I'm not sure if this is the right term, but so there'll be one server running multiple containers from different users. And as far as I know, Docker is not it's not secure. I mean, it's not designed to be completely isolating the containers between each other, or containers from the host system. So this is a bit problematic here, but I believe it will be possible. It will go in this direction that the the containers will become like VMs separated for security and other reasons. But maybe I'm completely wrong. Well, oh yeah, and another idea is to pack even more containers on a single server. The idea could be maybe to start them on demand, because users don't use the applications on the server all the time. They use it maybe once a day or maybe once a week. So the idea is, basically starting suspending a container when it's not used, and when we receive a request on the reverse proxy, basically start it. It can take like half a second or something. Okay. So yeah, so about this, yeah, okay. So now a little comparison with existing projects. So well, there's a Rancher. I don't know if you know it. Yes. Well, the difference here is kind of, it's in a sense it's similar, but the idea is to target it to less technical literate users, so you don't have to worry about load balancing, or there is basically no load balancing. There will be each application is, well, it's only one instance of everything. Another difference is that, well, I will try to, as a kind of part of the project, create a catalog of software that is basically off-the-shelf web applications. So I don't know, RSS reader, blog application, and then optimize to run on as little memory as possible. Yeah, so that's it. And also, well, I also want to run some hosting, but yeah, at the moment it's very small. I will tell you about it more. Another project that I wanted to mention is Bitnami. Well, the difference here is that it's using virtual machines as a smallest unit, so it's much less packed.
But on the other hand, it's very easy to use the images. They are ready to use. They are very easy to configure. So, but in Rancher, for example, you need to add a server, add some rules. The idea is to make the interface much more simple, like an app store. And another one is Sandstorm. Well, this is targeted towards users. So the end users, basically managing your private cloud or private server for end users, very simple. But here the difference is it doesn't use Docker. It uses some other technology. So I think I think the Docker over time, there are enough tools to do more or less the same as here what in Sandstorm, but with more standard tools, more popular tools. So, and in Sandstorm, the difference is also that the applications need to be modified to be run on Sandstorm. And on Docker, it's easier. And sometimes even the projects themselves supply the Docker images or Docker Compose recipes. Okay, so a bit about implementation. So it's a young project. It started actually in December. I've been thinking about this for a long time, but starting in December, it's early alpha. It's a web application. It has automatic dynamic Nginx reverse proxy. It's very interesting. The previous talk. Yeah. Perhaps I would like to try something else because this is the simplest Nginx. That every time you add a new, you start a new container. It listens and it checks for a special environment variable or environment variable that will tell it to update the Nginx configuration to route to this new container. Well, more about this later. I was talking about decentralized, but actually it's also a centralized service. But the idea is to make it so simple to also install it on a single server. So basically on the single server you install Puffin, and you can add software from the catalog on your own server. So it's completely independent of the central one. Currently it's only one physical server on OVH. So if everybody will try to install a container here, probably it will crash. But I think it can be improved, the packing of the containers on a single machine. Well, what it uses: Docker Compose, Python, Flask, Postgres. So if you'd like to help and you know those technologies, I would be very happy. You can try it like this. So either go to Puffin Rocks or go to or clone this repository and basically run it by Docker Compose app in the root. Okay, so more about the software repository. So the software catalog. So basically, the format is now very simple. So basically, just some metadata about the software, and basically this is the most important part. I think it can be enhanced. I mean, the things that are useful to add is add some projects may require some special DNS settings, for example. That are not handled, or some other information that will not be in the Docker Compose. For example, there's a software called Buddy Cloud, which requires quite complicated social network, which requires quite complicated DNS settings. It could be nice to capture it, because the idea is to really make it as simple as using a phone. Okay, and this is Docker Compose for those who haven't seen it before. I mean, so basically that's how you define service. This is how you start WordPress. You have a database, you have WordPress. They are linked, and this port is the port that will be on the passport. Well, but this is not visible to the external world. This container. So, okay. So now a little demo. Okay, so that's how it looks. So in order to use it, you need to register and confirm your email address, but anyone can use a Mailinator or anonymous email generator or anything. I'm not trying to get a lot of email addresses and spam you or something. So the idea, yes. So after you register, you need to log in. Maybe I'll do it here. So just show you. Okay, so this is the current catalog. It's just few applications I didn't mention, yes, but it's very easy to add. Basically, there are the official Docker images.
yeah, they need to be optimized, improved, but they're very easy to add at the moment. So I can run, for example, WordPress. So yeah, so all I need to do is install. So this is using Docker Compose. Actually, there are two servers here at the moment. There's no clustering at the moment, but there are two servers. One of them is running Puffin, and another is actually running the containers generated by Puffin. So it's installing those two. I showed you Docker Compose file, so it's installing those two containers. It's running those two containers. Okay, just a sec. Okay, so now it's installed. I can also uninstall it. So I can open it. Well, I am basically in WordPress. So the further idea would be simplified, modify our WordPress image a bit, or add a configuration file generated from environment variables. So basically, to not even have this, because this is maybe also complicated for an end user. But yeah, site title. Well, I can put something quickly, just to show you. Okay. Well, passwords. It doesn't matter. Email. Well, I'm not sure how strict it is. Maybe it's checking something. Well, I can click install WordPress. Can remember password maybe. So now basically this is a stock WordPress. That's how you start WordPress. Yeah, and here it is. So I have WordPress. I can log into it, but yes, basically. So as you see, this is the reverse proxy in action. Yeah. So Loomchart is my login, and WordPress is the name of the package. But the idea is to also to be able to customize this. So have a DNS server, maybe inside of the project or external, and use it. Okay, so this is the end of the demo. Just last slide on the future. Well, there are many things to do. Well, some kind of single sign-on, clustering doesn't work yet, suspend, inter-application communication. This could be interesting because I can have an application that provides like OnCloud. Like I can have a list of my contacts. Another application can retrieve my contacts to send emails, for example. They need to talk to each other. Currently, it's not possible. Optimizing images more. Okay, so if you have any questions or any feedback, I'll be very happy. Yeah, and if you see any fundamental flaws with this idea, maybe, because when I saw Docker, I thought about something like this immediately to basically simplify my server administration, so I don't have to administrate my server. It will just update itself. Okay, thank you. So do you have any questions? So I was just wondering if you had heard of another project called Cozy. So there are some French people, and they came to an earlier Docker meetup. I think they're closer to Sandstorm.io, and so yeah, I think it's mostly like JS apps, and they have people trying making those applications. So you can't exactly like have OnCloud on it, but they try to do something similar. Okay, well, I haven't heard. Thank you. Thanks for sharing. Okay, so I will leave some visiting cards if anyone wants to contact me. Yeah, there's another question. Not really a question, just to add another similar project called YONOhost, which is used of some associations making a project called Labrique to self-host something at home, and it's based on this. Okay, I will maybe talk with you later. I will maybe talk with you later to get the links and